Vie l'envers, vie l'envers, vie l'envers. On a toujours dit que la dose fait le poison. On aurait moins de problèmes de santé médicale peut-être si on était un peu plus respectueux et de l'environnement et de notre alimentation. Il y a un impact sur la troisième génération. Mes petites filles, si je suis enceinte d'une fille, peuvent avoir un défaut de fabrication. L'entrevue que vous allez écouter a été faite avec Élise. Élise, en plus d'être ma chef à Vie l'envers, s'est intéressée pendant très longtemps à la question des perturbateurs endocriniens. Lors de cette entrevue, nous allons aborder différents thèmes qui vont permettre de comprendre un peu mieux quels sont ces perturbateurs endocriniens et quels sont leurs effets, et surtout, comment les éviter. Le vocabulaire que vous allez entendre sera peut-être un peu compliqué. Je vous souhaite une bonne écoute. Ça va bien aller. Bonjour Élise, comment tu vas ? Je vais très bien, et toi? Ouais, ça va super bien. Aujourd'hui, tu es avec nous pour parler des perturbateurs endocriniens. Mais avant de commencer, je vais te demander de te présenter. Juste nous dire pourquoi tu es devant nous, pourquoi c'est toi qui viens nous parler de ça là. Alors, Élise Rémy, je suis directrice de Vie l'envers et une de mes passions était donc les perturbateurs endocriniens, plus spécifiquement les plastiques, mais comme la plupart des perturbateurs endocriniens se retrouvent dans les plastiques, j'ai relié les deux ensemble, donc j'ai un intérêt marqué pour ce sujet-là depuis plus d'une dizaine d'années. Ah ok. On travaille ensemble, juste pour qu'on le dise, tu travailles aussi à Vie l'envers. Qu'est-ce que tu fais à Vie l'envers ? Je suis chef d'orchestre, donc je travaille avec une équipe qui fait des projets, qui m'aide à gérer une multitude de projets, plus spécifiquement en environnement, en développement durable, en agriculture urbaine, en saine alimentation, en saine gestion des matières résiduelles et en mobilité durable, finalement en biodiversité urbaine. Donc on a une équipe de gens dévoués qui travaillent en environnement pour faire de Montréal une ville plus verte et plus agréable. Donc c'est ça, c'est pas juste une vieille passion, t'en as fait quand même ton métier et tu continues à travailler dans l'environnement et dans la santé, la santé pas médicale, on s'entend. Mais on aurait moins de problèmes de santé médicale peut-être si on était un peu plus respectueux et de l'environnement et de notre alimentation. Effectivement. Alors pour commencer, une petite question comme ça, parce que là on parle de perturbateurs endocriniens, mais en fait, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle concrètement quand on dit perturbateur endocrinien ? Un perturbateur endocrinien, c'est un produit qui n'est pas naturellement fabriqué par notre corps, donc qui vient de l'extérieur, et qui copie ou tente de copier une hormone que notre corps produirait. Donc, si elle est copiée, mettons un bisphénol A, un BPA, qui tente de copier l'action de l'œstrogène, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, il va rentrer, puis le capteur de notre cellule à nous va l'attraper. Peut-être à un moment où il n'aurait pas dû être là, donc il va avoir une réaction à un moment où il n'aurait pas dû être là. Peut-être qu'il va en avoir en un petit peu trop grande quantité que qu'est-ce qui aurait dû être là, mais il peut également bloquer l'action de notre hormone naturelle. Donc lui, il va être dans le capteur, et puis l'hormone, quand elle va vouloir entrer, elle ne pourra pas parce qu'elle va déjà être bloquée, le petit capteur. Donc ça peut empêcher, modifier, ou encore faire une action au moment où elle ne devrait pas être là. Donc, un perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui copie nos hormones. Et qui empêche la vraie hormone de fonctionner, en fait, qui la copie mais qui fait pas son boulot. Ou qui va lui faire une activité mais qui n'est pas prévue. Donc, il y a certains perturbateurs endocriniens qui peuvent déclencher des cellules précancéreuses, par exemple du sein ou de la prostate. Il peut y avoir des perturbateurs endocriniens qui vont avoir un impact sur le développement des organes reproducteurs chez le fœtus. Donc, le mâle peut être très impacté parce que plusieurs de ces perturbateurs endocriniens-là qui copient l'œstrogène, donc qui vont féminiser d'une certaine façon le bébé, peu importe que ce soit un humain ou un animal, mais qui va peut-être avoir un effet féminisant ou du moins réduire l'effet masculin qui était prévu chez le fœtus pendant son développement. Ok, et comment on a découvert ça ? Comment on a découvert que ça existait, ça, les perturbateurs endocriniens ? Ça fait longtemps qu'on le sait. On a eu des pesticides, par exemple le DDT qui a été utilisé et on s'est ramassé avec plusieurs oiseaux, dont l'aigle aux États-Unis, qui est une figure emblématique, qui avait un impact sur la coquille de l'œuf. Donc, la coquille n'était plus suffisamment solide pour le préserver. Il y a également eu des crocodiles qui ont été en contact avec des pesticides, puis les crocodiles, malheureusement, leur pénis était rendu trop petit, donc il y a eu un impact sur le développement de l'organe reproducteur, ce qui peut avoir l'espèce ne peut plus se reproduire, donc on se retrouve avec
une espèce disparue en voie de disparition. Donc, Rachel Carson, qui a écrit Silent Spring et qui était une sonneuse d'alerte, dans le fond, parce que dans son livre, elle disait qu'un jour, on allait peut-être se réveiller, on n'aurait plus d'oiseaux au printemps parce qu'on était en train de bousiller la nature de façon pernicieuse, parce que c'est des produits qui ont un impact peut-être non prévu. Ils visent pas la mort, mais ils visent à changer tranquillement. Par exemple, surtout, ce qui est très, très nommé, c'est l'impact sur la fertilité. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou c'est vraiment quelque chose qui est lié à la consommation humaine, dans certains côtés à la production humaine? Il y a des plantes là qui peuvent avoir un effet d'œstrogène, par exemple le soja. Dans certaines, on l'utilise pour faire des remplacements hormonaux chez les femmes en ménopause. Je ne sais pas si on l'utilise toujours, mais ça a été le cas. Donc, il y a des plantes qui ont un effet œstrogénique, voulu ou pas. Toutefois, la révolution industrielle, l'utilisation à grande échelle de produits chimiques, souvent issus de l'industrie pétrolière, ont, eux, un impact beaucoup plus grand. Par exemple, le bisphénol A, qui était voué à être un oestrogène. Quand on l'a découvert, on s'est rendu compte qu'il faisait un super plastique transparent. Et puis, est-ce que c'est pas fantastique d'avoir un plastique transparent et résistant? Donc, on s'est mis à en faire des contenants à grande échelle, sans toutefois se poser la question, est-ce que ça a un impact? Parce que, alors là, on embarque dans une spécificité du perturbateur endocrinien. On a toujours dit que la dose fait le poison. Donc, on va tester des grandes doses, et si la grande dose n'a pas d'impact, on va considérer que le produit n'est pas toxique. Et effectivement, un perturbateur endocrinien n'est pas un produit toxique, c'est un produit qui est plutôt pernicieux. Il y a un impact qu'on peut pas mesurer immédiatement nécessairement. Donc, on utilise une grande dose, il n'y a pas de problème. Le problème avec le perturbateur endocrinien, c'est qu'il a une courbe qui n'est pas normale. C'est pas la dose fait le poison et puis la petite dose ne fait rien. C'est que là, la petite dose, le corps ne le voit plus comme un produit externe et là ne l'élimine plus et le perçoit comme étant une hormone du corps et là, il vient avoir l'impact alors que peut-être qu'à grande dose, le corps se dit « Oh! » C'est un intrus, donc l'élimine, ne lui permet pas l'entrée, le passage. Donc la dose ne fait pas le poison. Ce qu'on a testé à grande dose qui n'avait pas d'impact, puis en avoir un à des doses infimes. Donc tout à l'heure, je parlais d'une goutte dans une piscine olympique. C'est la concentration que notre corps a besoin pour déclencher des réactions hormonales. De ce que je comprends, c'est un phénomène de bioaccumulation en fait. Tout ça va s'accumuler et le corps va pas le rejeter, va même s'y habituer et l'accepter. C'est un peu ça? Non, le corps va le rejeter, le corps va l'éliminer. Non, c'est pas nécessairement des produits persistants. Ça, c'est un autre type de perturbateur endocrinien, les polluants organiques persistants, ceux dont la demi-vie est très, très longue, qu'on peut garder de 8, 15, 30 ans dans notre corps et transmettre aux prochaines générations. Donc, il y a différents types de produits. Je pense qu'on pourra faire plusieurs entrevues de ce type pour passer à travers le sujet. Un des problèmes qui a été également perçu dans les perturbateurs endocriniens, c'est pas seulement l'impact qu'il y a, par exemple, présentement, mais pendant que je suis enceinte d'une fille, il peut y avoir un impact sur les ovules qu'elle fabrique pendant qu'elle est en moi en fabrication. Donc, la troisième génération est déjà là en train de se produire. Donc, il y a un impact sur la troisième génération. Mes petites filles, si je suis enceinte d'une fille, peuvent avoir un défaut de fabrication qui va être dû à la consommation des produits chimiques que j'aurais faits pendant que j'étais en gestation. Ok, ça fait un petit peu peur. On sait pas non plus quel est l'autre impact. On a déjà trouvé un impact sur d'autres générations avec les animaux de laboratoire, mais on sait pas, est-ce que c'est 5 générations, est-ce que c'est 6 générations, on n'a aucune idée. Si on essaye de résumer un peu les effets dangereux que ça a pour essayer de bien comprendre tout ce qu'un perturbateur endocrinien amène comme conséquence sur la santé humaine, est-ce qu'on pourrait faire un bilan rapide comme ça des effets les plus connus des perturbateurs endocriniens? Donc là, tu nous as cité les effets sur le système reproductif, la fertilité, tout ça. On peut avoir également, il y a des produits qu'on met qui sont des retardateurs de flamme, qu'on met dans des plastiques, dans des rembourrures. Donc, il y en a plusieurs qui ont été bannis. Ici, on parle des polybromodiphényléthaires, des PBDE. Et ceux-là qui sont à longue chaîne, on les a bannis parce que ce sont des
polluant organique persistant. Donc, une fois qu'on le consomme, il reste dans notre gras et une façon de le transférer, c'est de le transférer par la femme à la progéniture. Donc, on a vu ça chez des goélands. Le niveau de pollution qu'ils ont est transféré à leur progéniture. Donc, ça s'amplifie même d'une génération à l'autre. Donc, ceux-là, les polluants organiques persistants, les polybromodiphényl éthers, ont pas le même impact. Ceux-là ont un impact, par exemple, sur le quotient intellectuel. Donc, on parle de l'intelligence. C'est assez impressionnant. Imaginez 5 points chez un humain. On va pas nécessairement le constater. Mais si c'est 5 points sur une population complète, éventuellement, il va commencer à y avoir un impact. Donc, le quotient intellectuel qui peut être en baisse, dû aux perturbateurs endocriniens. Le bisphénol A a également un impact sur probablement l'insuline, le pancréas. On a vu chez une étude à grande échelle, peut-être 80 000 humains, qui avait un impact sur le système immunitaire. Chez les animaux de laboratoire, il y a un impact sur le taux d'obésité, le taux de diabète, donc puis sur l'animal de laboratoire, l'obésité, on a pu la constater facilement. Les animaux qui avaient le bisphénol A avaient la même consommation énergétique que l'autre à côté qui n'en avait pas, et l'autre demeurait mince, alors que là, la petite souris devenait obèse. Donc, il y a un impact sur tellement de facteurs de santé qui ont été vérifiés chez les animaux de laboratoire, et pourtant, il y a un lobby tellement impressionnant. On parle d'une fabrication bien au-delà de 6 milliards de tonnes par année. Je n'ai même pas les chiffres récents. Ce sont des vieilles données que je viens de vous nommer. Donc, c'est un lobby qui est très puissant. Oui, parce que depuis le temps, la production de plastique n'a pas baissé, je suppose. Donc c'est clair que ça doit être encore présent. C'est pas tous les plastiques. Donc, on parle pas de tous les plastiques. Il y a des plastiques qui sont pratiquement inertes, qui n'ont pas d'impact sur la santé. Ce sont peut-être les additifs avec lesquels on les mélange pour leur conférer de la stabilité anti-UV, de la couleur, de la texture. Donc, peut-être les additifs ont parfois des impacts, mais grosso modo, il y a plusieurs plastiques, dont le polyéthylène, qui n'auraient pas d'impact sur le système endocrinien. Donc, ceux dont je parle, c'est plus les plastiques comme le PVC, auxquels on va rajouter des phtalates pour qu'ils soient d'une texture moelleuse, ou encore le polycarbonate, qui est le fameux plastique pour lequel il y a des plats qu'on vend, mais que c'est pas un plastique mou, c'est vraiment un plastique rigide, transparent, qui est bourré des BPA. Puis quand c'est pas du BPA, maintenant, c'est souvent les BPF, les BPS, les BPE. Ouais, j'ai fait un raccourci, c'est vrai, mais ça concerne pas tout. Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir en général sur les emballages plastiques? À quel type de plastique ou quel type de plastique modifié on a affaire en face à nous? Souvent, sous l'emballage, on va retrouver un triangle, on appelle le triangle de Moebius, qui permet de savoir si la substance est recyclable, ou du moins, c'est ce qu'on considère que ça veut dire recyclable. Ce sont les 3 petits triangles. Et ce triangle-là, on va retrouver les chiffres de 1 à 7 habituellement, sauf des emballages bien spécifiques. Donc, pour l'alimentation, d'habitude, c'est 1 à 7. 1, c'est le polyéthylène terephthalate. C'est le plastique dans lequel on met toutes les bouteilles d'eau à usage unique, du beurre d'arachide. Donc, vous pouvez regarder en dessous de votre pot, il va y avoir un 1. C'est un plastique pour lequel je suis un peu mitigée parce qu'il y aurait quand même peut-être possibilité, dans les études que j'ai lues parfois, d'avoir des phtalates dedans, mais pas toujours. Il y a d'autres produits dedans. Il y a de l'antimoine, mais en quantité négligeable. Donc, le 1, c'est pas si pire. Les 2, 4, 5, qui sont des polyéthylènes, sont habituellement inertes. Ça va être des pots de crème glacée, de margarine, la plupart des plats Rubbermaid. On va retrouver les 2, 4, 5 dessus. Le 3, c'est du PVC. Donc, tout simplement parce que cette vilaine bête produit des dioxines lorsqu'elle est brûlée. Ou lorsqu'elle est produite, on devrait éviter de prendre du PVC. Et lorsque c'est un boyau d'arrosage, on devrait s'assurer qu'il correspond aux normes californiennes, parce que le boyau d'arrosage, s'il ne correspond pas aux normes californiennes, il est bourré de plomb, donc ce n'est pas pour consommation humaine. Le 6, c'est le styrène, donc le plastique numéro 6. Il y a quand même un impact sur la santé. Le monomère de styrène n'est pas bon pour la santé, et en plus, on ne le recycle pas au Québec. Donc, les petits pots de yogourt individuels à proscrire. Je ne bois jamais un café dans un verre de styromousse.
Mettez-le au micro-ondes, vous allez voir qu'il résiste vraiment pas aussi bien que les autres à la chaleur, il va se décomposer, donc il n'est pas question que je boive ça. Et le 7, c'est habituellement le PC, veut dire polycarbonate ou autre. Donc c'est le 7 dans lequel il y aurait les bisphénols A ou les autres. Donc c'est le plastique transparent, rigide, qu'on utilise pour des produits alimentaires. Donc j'en ai pas trouvé encore qui était prouvé sans perturbateur endocrinien de celui-là. J'avais aussi entendu parler du Téflon, le Gore-Tex, tout ça, où on peut en retrouver. J'avais été étonné parce que le Gore-Tex, pour moi, c'était le truc parfait. Enfin, je travaille tellement dans la nature qu'on le voit tellement partout que j'arrivais pas à imaginer que c'était quelque chose de potentiellement mauvais. Oui, bon, mais là, on brise la bulle de plusieurs parce que le Gore-Tex, c'est fantastique, rien n'y colle. Donc, c'est imperméable, mais ça permet de respirer. Donc là, on parle de produits perfluorés, donc qui sont issus de l'acide perfluorooctaonique. C'est le petit nom chimique de cette bête. La raison pour laquelle c'est si fantastique, l'acide perfluorique, c'est qu'on l'utilise pour faire, par exemple, des poêlons. Pourquoi c'est fantastique? C'est que rien n'y colle. Donc, si vous mettez un œuf dedans, l'œuf n'y colle pas. Ça résiste à l'eau et au gras. Donc, rien n'y colle, mais doucement, ça va s'abîmer et vous allez le consommer. Donc, on peut voir une vieille poêle en téflon, elle va être abîmée dans le fond. Il est recommandé de jamais l'utiliser à plus de la moitié de la température là, d'une cuisinière pour pas abîmer sa surface. La ville où ce produit-là a été produit pendant des années aux États-Unis a eu droit à un montant pour qu'on étudie les effets à long terme que la population a vécu, puisqu'il y aurait un effet sur le système rénal et possiblement le pancréas de ce produit-là. Et c'est également, comme je vous disais, rien n'y colle, mais une fois que ça colle sur nos protéines, ça ne décolle pas. Donc, c'est un produit qui est persistant dans notre corps. Il peut faire facilement 8 années. On fait également des emballages alimentaires à usage unique. Donc, quand vous prenez un gros sac de popcorn à certains endroits ou encore un produit extrêmement gras et que le gras ne passe pas à travers le papier puis que c'est pas ciré, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est du téflon. C'est une petite couche de téflon qui permet au produit de rester propre. Toutefois, il y a beaucoup de chances qu'il y ait du téflon également dans votre aliment parce que là, on parle pas d'une fabrication de grande spécialisation, mais plutôt d'une fabrication qui est pour l'usage unique. Donc, on s'assure pas que ça va pas être résistant. C'est également une des sources de consommation du téflon. Les meubles qui sont fabriqués anti-taches, donc les produits Scotchgard ou Stainguard, sont également issus du téflon. Donc, pour que les taches ne collent pas, il y a une chimie magique derrière ça. Oui, alors pour compléter, je me posais juste une question parce que à date, je t'entends beaucoup parler au féminin de problèmes sur le fœtus, de problèmes sur la santé des femmes, tout ça. Et c'est vrai que même à l'époque où moi j'avais entendu parler des perturbateurs endocriniens, bizarrement, je me sentais peu concerné. Alors d'abord, j'étais jeune, puis en plus, je me sentais peu concerné parce que j'avais toujours l'impression que ça parlait aux femmes. Et là, dans ce que tu m'as dit avant, rien qu'avec les crocodiles, tout ça, je me rends compte que ça touche aussi les mâles chez les animaux. On rappelle que les humains sont des animaux. Donc je me demandais pourquoi on a l'impression que ça touche que les femmes, et est-ce que les hommes sont concernés aussi? Je crois qu'on a beaucoup associé le mot hormone à la femme, malheureusement, alors que le système hormonal n'est pas que reproductif. Il y a les glandes surrénales, il y a l'hypothalamus. Le système de gestion de sucre est un système hormonal, donc le pancréas, tout le corps est relié, comme je vous disais tout à l'heure, avec le fœtus. C'est le petit mâle qui est beaucoup plus impacté, donc peut-être qu'on a des pertes de mâle ou une féminisation du mâle. On a un impact sur le système reproducteur. Il y a des garçons qui naissent avec un système reproducteur pas tout à fait terminé, donc il y a la cryptoscorie. Les gonades ne sont pas entièrement sorties, donc il faut aller les sortir, ils sont restés en dedans, ou encore l'hypospadia, qui est une fermeture anormale du pénis, donc c'est vraiment triste de penser qu'on a cet impact-là. Et il y aurait peut-être eu aussi certains endroits à côté de raffineries pétrolières où le nombre de naissances de garçons était de loin inférieur à celle des naissances de filles. Donc peut-être que le garçon fœtus ne survit pas toujours
Donc, il y a un impact. Il y a un impact aussi sur la fertilité. Le taux de spermatozoïdes est en chute libre depuis les années 50. Donc, on peut voir qu'à chaque année, quand on teste des populations, ça a un impact aussi sur la fertilité. Donc, où ils sont paresseux, ils savent pas où ils s'en vont, les pauvres petits spermatozoïdes. Donc, on a un impact chez l'homme, chez la femme. Quand je parlais tout à l'heure de diabète de type 2 et d'obésité, c'est toutes les sphères de la population. Bien sûr, parfois, il y a peut-être des personnes qui sont plus à risque que d'autres, des populations qui vont être pauvres. Les perturbateurs endocriniens sont pernicieux puis on ne sait pas nécessairement où les retrouver. J'ai nommé plusieurs endroits tout à l'heure, mais j'ai oublié de te mentionner que les coupons de caisse qui réagissent à la chaleur, les caissières qui les manipulent ont toujours un taux de bisphénol A plus élevé dans leur sang que la population en général, ou encore toutes les canettes et les conserves, il y a une petite résine d'époxy à l'intérieur pour nous protéger de l'aluminium. Toutefois, c'est à base de bisphénol A qu'on fait cette résine d'époxy-là, et on retrouve les bisphénol A peut-être en concentration 100 fois plus élevée dans les canettes et les conserves que qu'est-ce qu'on retrouve dans un biberon. Alors la question, moi, qui me vient tout de suite après ça, c'est est-ce qu'on peut les éviter? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est pas mal pogné avec, parce qu'en plus, ça a l'air présent dans des choses qu'on nous présente comme des solutions, les canettes pour garder les aliments plus longtemps et éviter d'acheter des trucs pas de saison, enfin, Donc je me demande, est-ce qu'il y a un moyen de les éviter? On a vu qu'on pouvait regarder les numéros déjà, ne serait-ce que pour les plastiques, pour avoir une idée de quel type de plastique on a, mais pour toutes les autres matières. Pour éviter les bisphénols A, qui, selon moi, c'est le perturbateur endocrinien le plus important et qui a le plus gros impact sur la santé, évidemment, il faut éviter tout ce qui est canettes et conserves. On va privilégier les pots de verre, les Tetra Pak également. J'ai eu beaucoup de difficultés dernièrement à trouver des tomates dans des Tetra Pak, donc j'ai dû aller chez mon marchand italien. Et sinon, j'ai fait beaucoup de pots de tomates à la maison. Ça a été facile. J'ai fait une méthode qui n'est pas reconnue. Donc, moi, j'ai fait bouillir mes tomates, je les mets dans le pot et je referme le pot immédiatement sans faire toute la technique, faire bouillir 3 heures. Donc, c'est peut-être pas recommandé, mais ça a bien fonctionné sur 24 pots de tomates. Je pourrais te montrer. Je le retourne pendant 5 minutes et je le reviens. J'ai mis 5 millilitres de jus de citron, 5 millilitres de sel dans chacun des pots. Ensuite, j'ai mis mes tomates bouillantes, j'ai fermé le pot, mais je n'ai pas fait la technique faire bouillir le pot pendant 3 heures. J'ai essayé plusieurs techniques, ma cuisine était rendue rouge du plafond au plancher. Donc, comment éviter les bisphénols A autrement? Comme je vous disais tantôt, le coupon de caisse, là, essayez de pas le froisser dans vos mains. Tu sais, vous le prenez et puis hop, on le dépose à la poubelle ou à l'endroit qu'on le veut, mais moi, j'essaye de pas trop les manipuler. Les distributeurs d'eau de 20 litres, oui, c'est du polycarbonate, c'est beau 20 litres d'eau qu'on a partout dans des refroidisseurs d'eau, donc on essaie évidemment de les éviter. Il y a dans des scellants dentaires, ça c'est un choix de parents d'en mettre ou pas, les caries ou le scellant dentaire, ça devient des choix complexes parce qu'il y a plusieurs produits dentaires lorsqu'on utilise par exemple les amalgames, lorsqu'ils sont blancs. Il y a souvent une base d'époxy de bisphénol A dedans, donc on peut pas l'éviter complètement. Les lunettes, on en a besoin, donc il y a des belles utilisations qu'on fait avec le polycarbonate. Sans cela, je ne pourrais pas vivre. Donc, c'est pas toujours, le plastique est pas toujours mauvais, c'est surtout de savoir comment l'utiliser. Donc, on évite les bouteilles de plastique transparentes et on essaye d'avoir on essaye d'avoir des bouteilles qui ne sont pas en plastique, donc en métal et en acier inoxydable, parce que celles en aluminium, on va vous mettre un petit intérieur à base de bisphénol A pour vous protéger de l'aluminium. Elles sont un peu plus lourdes que celles qui sont en acier inoxydable, mais sont très durables et puis il n'y a pas de produits toxiques. Au pire, vous allez avoir un petit peu de fer et puis le Québécois moyen est en manque de fer dans son alimentation. C'est comme une solution en même temps. Juste les Tetra Pak, je sais pas ce que c'est. Un Tetra Pak, c'est un emballage qui est fait avec 3 couches. Donc, la couche à l'intérieur est une couche de plastique. La couche intermédiaire est une couche en aluminium.
Et la couche externe est une couche en carton légèrement cirée. Donc, c'est les petites boîtes à jus individuelles. OK. Et on fait également des emballages alimentaires. Donc, il y a certaines soupes au supermarché qui sont dans des Tetra Pak plutôt que la conserve. Donc, il y a certains aliments qu'on peut retrouver dans les Tetra Pak qui sont les emballages multicouches. Et la première couche, c'est un plastique habituellement à base de polyéthylène. Donc, peu toxique ou pas toxique. Ok, bon bah pour les petites boissons individuelles, je mets juste mon petit veto d'éducateur à l'environnement ou achetez vos pailles, s'il vous plaît, ou faites un stock de ces pailles-là, mais arrêtez de donner ces petites pailles aux enfants pour qu'ils recouvrent à l'heure du lunch le parterre de ces emballages de petites pailles individuelles. Tu vois des petites pailles de que je parle là ? C'est sûr que c'est mon combat ultime. Le jour où on trouvera une solution à ça, ça sera parfait parce que alors ça et les pâtes d'ours, qu'est-ce que j'en ai vu des emballages de ça? Une des problématiques, c'est qu'on a interdit toute forme de noix dans les collations pendant plusieurs années. Donc, on a fait du marketing sur ces emballages de petites pâtes d'ours garanties sans arachides. Puis les parents n'ont pas toujours le temps ou savent pas comment faire des biscuits. Donc, on va leur montrer comment faire des biscuits pour qu'il y ait moins de petites pâtes d'ours. Puis ils pourraient couper aussi dans le sucre en faisant eux-mêmes les biscuits parce que la substance sucrée est en quantité phénoménale dans la pâte d'ours. Ou acheter des pâtes d'ours qui sont pas dans des emballages individuels et puis les remettre dans des petits sachets réutilisables. Oui, c'est mieux. Parce que j'ai déjà vu des gens qui pensaient bien faire puis qui ont acheté la boîte de pâtes d'ours puis qui enlevaient l'emballage et qui le mettaient dans un emballage réutilisable. C'était comme une étape de plus, mais c'était à partir d'un bon sentiment, donc tu peux pas juger les gens à ce moment-là. Ça part du sentiment où tu l'as pas retrouvé dans la cour d'école. Ouais, c'est ça, c'est vrai de ça. Il était pas dans la rue, c'est déjà une solution. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou tout est correct pour toi? Ben, ce que je voudrais rajouter, c'est que souvent on me dit oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, je comprends que ça peut être compliqué, mais vraiment, si je pouvais vous faire lire toutes les études que j'ai lues sur le bisphénol A, le vilain BPA, quand je vois un plastique transparent écrit sans BPA, je les crois pas. Il y a un BP quelque part caché dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment vilain l'impact que ça a sur le système reproducteur, l'hyperactivité, le diabète, des cellules précancéreuses. Il y a une liste incroyable. Il y a 37 chercheurs qui ont signé un pacte il y a déjà 10 ans pratiquement à Chapel Hill. Donc, on peut trouver en allant sur Google les mots Chapel Hill, bisphénol A, consensus. Et puis, on va retrouver la liste des problématiques qui sont probablement reliées à des produits comme ça chez l'humain, mais qu'on n'est pas capable encore de pointer du doigt parce qu'on peut pas dire on va étudier une série d'humains sur 20 ans pour voir quel sera leur impact à la fin. C'est même pas éthique de faire ça. Mais on voit qu'il y a des concentrations qui ont des impacts chez les animaux de laboratoire et qu'on retrouve chez l'humain. C'est la même chose. Donc, il faut vraiment se poser la question pourquoi on les laisse encore fabriquer des produits qui peuvent avoir un impact sur notre système reproducteur, endocrinien, le diabète, l'obésité, donc des problèmes de santé qui vont en s'agrandissant. Puis c'est pas toujours que l'alimentation. L'alimentation de l'humain est en jeu, mais il y a également des facteurs externes qui sont les produits chimiques qu'on consomme tous les jours. Hey, merci beaucoup, Élise, et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Benoît. Bonne fin de journée à toi. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté la balado de Bilan Verte. J'espère que le sujet vous a intéressé et que vous avez eu l'occasion d'apprendre de nouvelles choses sur les perturbateurs endocriniens. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook qu'Instagram, sur lesquels nous postons régulièrement des petites capsules, des petites nouvelles ou tout simplement des articles qui pourraient vous intéresser. Au plaisir de vous revoir, bonne journée. Ça va bien aller.
l'enfer.